Hey, comment ça va? Coucou, comment ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Hé, comment ça va? Ça va et toi? Comment ça va? Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « Comment ça va ?» vient donc en réalité de « Comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête « Comment vont nos toilettes ?» C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, à attraper le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En selle, un véritable voyage au cœur des toilettes. Il y a une situation de pénurie d'engrais, et en plus la situation alimentaire est catastrophique et tout, et donc il faut quand même continuer à amender les champs. On va essayer de trouver des procédés qui permettraient de rendre les sous-produits urbains compétitifs. Les années 70 vont faire basculer la chose vers l'incinération qui va tout écraser. En selle, épisode 7, l'incinération. Nous sommes désormais bien avancés dans l'histoire des toilettes. Pour tout vous avouer, il m'a fallu de nombreux mois de décantation à la fin du périple pour réécouter chaque interview et arriver enfin à retrouver l'enchaînement chronologique de ces événements. Vous pensez peut-être qu'à vélo, sur la route, on a un peu que ça à faire de se replonger dans ces récits et de les remettre dans l'ordre. Eh bien non, c'est totalement faux. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en itinérance, mais de ma petite expérience, je peux vous affirmer qu'en itinérance, on est dans l'instant présent. On ne peut pas prendre du recul sur un propos ou une situation. On est là pour vivre l'aventure à fond et on n'a pas le choix. Et puis, faire du vélo, c'est sportif. Personnellement, moi j'ai du mal à prendre du recul sur un sujet quand je suis en plein effort physique. Bref, difficile d'y voir clair dans cette histoire, même après 5 mois de voyage à parler tous les jours de toilettes. À votre place, je me dis que ça ne doit pas non plus être très facile de jongler entre agriculture et assainissement. Pourtant, je suis obligé de mêler ces deux histoires. Comme vous savez, elles sont intimement liées. Les urines et matières fécales humaines ont contribué à nourrir les populations pendant des millénaires. Mais vous allez le voir, ces deux domaines vont petit à petit se couper l'un de l'autre pour finir par ne presque plus avoir de lien entre eux. Dans l'épisode 6, nous avons vu l'arrivée des engrais fossiles, ces ressources naturelles que l'on va extraire du sol pour les mettre dans les champs. Leur exploitation apparaît avant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, elles ne vont pas se généraliser tout de suite. Tout comme pour le développement du tout à l'égout, elles vont faire l'objet de nombreux débats et plusieurs personnes vont tenter de maintenir le recyclage des déchets urbains. Ce 7e épisode va nous permettre de comprendre les divergences qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Finalement, c'est l'époque de mes grands-parents, celle que l'on appelle les 30 Glorieuses. On la décrit souvent comme une période d'abondance dans laquelle la société de consommation se diffuse et avec elle, l'arrivée de nouveaux matériaux non dégradables comme les plastiques. Avec le recul, vous verrez que ces 30 années ne sont pas si glorieuses que ça. Et encore plus lorsqu'on parle de recyclage. Dans cet épisode, vous découvrirez l'arrivée du concept de déchets et avec lui, le développement de toute une industrie du traitement. Nous resterons encore à l'écart des eaux usées, mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons très vite. Pour nous parler de cela, j'appelle Étienne Dufour. C'est Sabine Barle qui nous a conseillé de le rencontrer, et elle a bien fait. Étienne est son doctorant. La thèse qu'il dirige actuellement est dans la continuité des travaux de sa directrice. Sabine a traité le sujet de la gestion des déchets urbains de la fin du XVIIIe au début du XXe. Étienne reprend le flambeau à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 90. C'est un grand bonhomme aux cheveux frisés et pour la première fois, son âge est proche du nôtre. L'échange se fait plus facilement, comme de bons copains qui discutent entre eux. Sa voix apaisante masque complètement le trac dont il nous a fait part après l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure pour le débrief.
Le point de départ important sur le plan historique, là, c'est qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, qui est un énorme choc. Étienne Dufour, historien de la matière organique. Et qui va, en fait, moi je savais pas, mais voilà, parce que j'ai travaillé, m'a permis de mettre au jour le fait que, il y a une crise énorme des engrais à l'époque, puisque les usines qui produisent de l'azote synthétique, chimique, tout ça, ce sont des usines qui sont soit détruites, soit accaparées pour faire autre chose, c'est-à-dire des bombes. Après, le commerce international s'effondre. Le commerce international qui donne notamment pour le phosphore, les phosphates d'Afrique du Nord, de Maroc, Algérie. Les mines de potasse d'Alsace ne sont pas destinées à approvisionner l'agriculture française, donc il n'y a plus d'engrais, quoi. Par contre, il faut quand même nourrir les gens, et donc il faut quand même continuer à amender les champs. Et donc, ça va générer un renouveau du recyclage des matières organiques urbaines, en particulier beaucoup des ordures ménagères, mais aussi l'industrie de la poudrette, par exemple, donc va reprendre un peu d'ampleur. En fait, dans un premier temps, les villes, alors quand je dis les villes, je veux dire les édiles et les services techniques, etc., les gestionnaires urbains, ont essayé de maintenir la valorisation. Sabine Barle, historienne de l'assainissement. Pour 2 raisons. La première, c'est que il y avait un modèle économique. Et donc, abandonner la valorisation pour les villes, ça voulait dire avoir des services qui devenaient coûteux. Et puis l'autre raison, c'est que je pense que dans l'esprit des agronomes et d'un certain nombre d'ingénieurs, la valorisation reste une nécessité, ce qui n'a plus du tout été le cas par la suite. Cette voix, c'est celle de Sabine. Cette universitaire est notre fil d'Ariane dans cette histoire semée de mots et de notions complexes. Notre historienne référente en quelque sorte. Ayant suffisamment présenté Sabine dans les épisodes précédents, j'aimerais cette fois-ci vous raconter une anecdote du voyage. L'histoire commence en Bretagne, pays que je tiens particulièrement dans mon cœur grâce à mes 2 grands-mères. J'avais donc déjà parcouru ces contrées auparavant, mais jamais à vélo. Et croyez-en mes guiboles, la Bretagne n'est pas plate. C'est une alternance de pentes courtes et raides. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des Bretons parmi les meilleurs cyclistes français. C'est donc là, dans une montée quelque part entre Vannes et Loudéac, que le drame s'est produit. J'étais en plein effort physique, mais je n'avançais pas vite. Une petite hypoglycémie me pendait sûrement au nez. J'étais tellement concentré que je n'avais même pas remarqué le tracteur au bord du champ sur ma droite. Pourtant, il tirait une grande remorque pleine de fumier. On ne voyait que lui. Et là, au moment où j'arrivais à sa hauteur, le tracteur s'est mis en route et l'épandeur avec. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un épandeur à fumier, mais je peux vous dire que maintenant je sais. Il s'agit de 2 hérissons verticaux qui viennent décompacter le tas de fumier et qui le projettent sur le sol en plein de petites mottes. Sur le moment, j'ai sursauté et fait un gros écart avec mon vélo. Mais franchement, à quelques centimètres près, j'avais droit à la douche de fumier. Des projectiles d'excréments en pleine face. Je crois que c'est la meilleure manière de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre ce qu'est un engrais. Et alors, je peux vous dire qu'à l'arrière, ça se marrait. Nathan a vraiment vu la scène se faire au ralenti et il s'en est donné à cœur joie pour la raconter le soir à nos hôtes. On va essayer de trouver des procédés qui permettraient de rendre les sous-produits urbains compétitifs. Ça peut se traduire, par exemple, par la recherche de débouchés plus lointains. Les boues parisiennes, fin 19e, début 20e, vont aller jusque dans le nord de la France, où il y a une forte demande d'engrais. Mais ça marche simplement parce qu'il y a des tarifs de transport négociés avec les compagnies de chemin de fer, qui font qu'en fait, le prix ne représente pas le coût de cette fertilisation. Un autre exemple très fameux, c'est celui de Marseille. Fin 19e, Marseille est très insalubre, ne sait pas trop quoi faire de ses sous-produits urbains. Et donc, un industriel, Montrichet, propose de prendre en charge la gestion de ces sous-produits. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va faire construire une ligne de chemin de fer qui conduit les sous-produits dans la plaine de l'Accro,
Parce que à cette époque-là, le ministère de l'Agriculture a un projet de mise en valeur agricole. Et donc là, il y a un nouveau débouché qui s'ouvre. Et donc, Montrichet pense qu'il va pouvoir s'enrichir grâce à ça. En plus, il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de la logistique inverse, puisque les pierres récupérées dans la plaine de l'Accro sont ramenées à Marseille pour les travaux publics. Donc c'est un système qu'on pourrait qualifier de circulaire, vertueux, etc. quand on réfléchit avec les codes d'aujourd'hui. Tout est question de cycle dans notre monde. À l'école primaire, on a dû vous expliquer ce qu'était le cycle naturel de l'eau. L'eau s'évapore en mer, où avec les plantes, elle se retrouve dans l'atmosphère et forme des nuages. Avec certaines conditions de température et de pression, cette eau retombe sous forme de pluie ou de neige en montagne. Ces averses s'infiltrent dans le sol ou s'écoulent à sa surface pour rejoindre d'un côté les nappes phréatiques ou de l'autre les rivières. Ces flux rejoignent ensuite la mer et la boucle recommence. C'est ce qu'on appelle un cycle. Un élément est consommé à un endroit, passe par plusieurs états, peut se déplacer sur plusieurs kilomètres, nourrir un être vivant et revenir à l'endroit initial. Les scientifiques considèrent ces phénomènes comme des échanges entre plusieurs stocks. Pour l'évaporation, on parle par exemple d'un échange d'eau entre le stock que représente la mer et celui que constitue l'atmosphère. C'est la même chose entre une rivière et une nappe phréatique. Ce sont deux stocks entre lesquels il y a un flux de matière, en l'occurrence ici, de l'eau. Eh bien, c'est le même principe pour la matière organique, et en particulier pour les nutriments tels que le phosphore et l'azote. Dans la nature, quand un animal meurt ou dépose ses excréments sur le sol, il rejette en réalité de la matière organique. Prenons par exemple un faon, comme Bambi. Tout le monde connaît Bambi, non ? Eh bien, Bambi, lorsqu'il abandonne ses petites crottes et son petit pipi sur le sol, les bactéries et les champignons vont rapidement s'en emparer et transformer tout ça. Les plantes pourront ensuite les assimiler et les utiliser pour grandir. Quand Bambi mangera les plantes, c'est un peu comme s'il avait mangé les mêmes nutriments qu'il avait déféqués auparavant sur le sol. C'est ce que l'on qualifie de boucle de recyclage ou cycle de matière. C'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans la nature, toute nourriture est l'excrément d'un autre être vivant, et réciproquement. C'est un des liens les plus forts que nous avons avec le vivant. Et oui, nous en faisons partie, nous aussi. Avant le XXe siècle, la majorité des déchets organiques et des excréments des Français étaient recyclés de la même manière que pour tous les autres êtres vivants. Mais après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux modes de vie se développent et les sociétés occidentales s'organisent autrement. Ces matières ne retourneront plus à la Terre et ne seront donc plus valorisées. Le cycle de recyclage est ainsi cassé. Les scientifiques parlent alors de cycle ouvert, un véritable gaspillage de matière. Donc moi, je pars de là, et puis j'étudie un peu ce qui se passe après, les années 50-60, et puis ce que j'ai découvert, c'est que il y a pas mal d'agronomes, et pas que, des économistes, ou d'autres personnes un peu, un standing un peu important, des universitaires ou politiques, qui vont se saisir de cette question-là et encourager, promouvoir du moins l'idée de recyclage des matières organiques urbaines. Donc pas mal de gens vont promouvoir et alerter sur l'ouverture des cycles de matière, le gaspillage énorme que ça entraîne. C'était des arguments qu'on retrouvait déjà à l'époque, mais qui là reprennent un peu de vigueur. Ça va se traduire, pour ce qui concerne les ordures ménagères, par un certain regain du compostage. Quand on regarde les flux à l'échelle de la région, une grande partie part quand même vers l'incinération, mais il y a une survie ou un redéploiement quand même dans une bonne partie des villes moyennes ou des grandes villes d'Île-de-France, Versailles, Rambouillet, Melun, Fontainebleau, toutes vont avoir leur petite usine de compostage. L'incinération et le compostage sont deux techniques de transformation de la matière organique très différentes. Pour le compostage, on va mettre la matière en tas et la stocker comme ça pendant plusieurs semaines. Les bactéries présentes dans ce tas vont petit à petit transformer la matière et la dégrader. Lors de cette décomposition microbienne,
le tas va monter en température. Cela peut aller jusqu'à 60 ou 80 degrés Celsius. Cette augmentation de la température va permettre de tuer les bactéries que nous ne voulons plus, comme par exemple les pathogènes qui peuvent transmettre des maladies. Cette technique est relativement simple. La seule action nécessaire est de mélanger de temps en temps le tas de matière pour y faire entrer de l'oxygène. Sans ça, certaines bactéries dites anaérobiques se développent et on cherche à tout prix à les éviter. À la fin, on aboutit donc à un tas plus petit dont la forme, l'odeur et la consistance est complètement différente. On appelle cela du compost. Cette méthode permet de recycler la matière en optimisant les processus naturels de décomposition. À l'époque, elle était encore bien répandue et permettait de recycler les déchets ménagers car ceux-ci étaient composés en majorité par de la matière organique. L'incinération, c'est l'exact opposé. On va brûler les déchets ménagers dans un four à très haute température, entre 800 et 1000 degrés Celsius environ. Cette combustion va principalement volatiliser la matière dans l'air. À la fin, il ne restera plus que des cendres dont les principaux nutriments sont absents, le carbone et l'azote notamment. Ici, on ne copie pas la nature, c'est la méthode bulldozer. Pas de recyclage de matière et le cycle est donc ouvert. Aujourd'hui, nos déchets ménagers contiennent de nombreux matériaux non recyclables et de multiples polluants que l'on retrouve aussi bien dans le compost que dans les cendres des incinérateurs. Mais à l'époque, la matière organique reste majoritaire dans les ordures. Ces deux techniques cherchent donc l'une et l'autre à s'imposer. On a deux technologies, enfin on a trois. Hein. Il y a la non-gestion, enfin ça c'est la quatrième. La troisième c'est la décharge. Et sur les décharges, en l'occurrence, au départ, elles sont plus ou moins conceptualisées comme des outils de recyclage. Il y a pas mal d'ingénieurs qui essaient de faire en sorte que ça soit un truc plutôt bien géré, propre et tout, dans l'idée de derrière récupérer des criblets de décharge. Le problème des décharges, c'est que à partir du moment où dans les ordures apparaissent plastique et du papier carton dans des proportions très importantes, non, ça va plus marcher. Donc les décharges, trucs positifs qu'elles pouvaient avoir, elles vont être connotées très négativement et on va avoir pour but quand même de les supprimer. Et donc il y a deux trucs, le compostage ou bien l'incinération. Il y a toujours un conflit qui est entre le recyclage matériel, essayer de ne pas perdre la matière pour ne pas avoir à la reproduire derrière. Pour moi, c'est le vrai recyclage. Hein. Et d'un autre côté, va apparaître le recyclage énergétique. Donc ça, c'est une grande mythologie de greenwashing, si on veut, où en fait, l'industrie de l'incinération, de la destruction des déchets, elle va inventer, entre guillemets, ce recyclage énergétique. C'est-à-dire qu'une fois que on incinère, on produit beaucoup de chaleur et on peut récupérer cette chaleur pour des usages industriels très divers. Mais en fait, sur le plan matériel, on a détruit. Hein. Donc on perd de la matière, on perd beaucoup de choses, mais la destruction, le feu va devenir quelque chose de vert, entre guillemets, au sens où on recycle. Fini de se cailler les miches, les industries en selle s'enflamment. Nos ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer une nouvelle machine. Faites donc place à l'incinérateur. De l'énergie verte faite à partir de matières recyclées pour vous chauffer. Brûle, brûle, chauffe, chauffe, fume, fume, crame, crame. 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 On a ces deux systèmes techniques-là qui, dans les années 60, se développent en parallèle ou en complémentarité. Et les années 70 vont faire basculer la chose
vers l'incinération qui va tout écraser parce que notamment son système économique va énormément être renforcé par la crise de l'énergie. Je vous propose une petite expérience de pensée. Ouvrez grand les yeux et regardez partout autour de vous. Maintenant, imaginez que demain on décidait d'arrêter d'utiliser du pétrole. Que resterait-il autour de vous ? Pas grand-chose. La grande majorité des objets en plastique, des vêtements, des médicaments, des cosmétiques, des produits d'hygiène disparaîtraient. Bien sûr, vous ne pourriez plus utiliser votre voiture et inévitablement, vous vous déplaceriez moins loin. Mais une chose à laquelle on ne pense pas quand on parle du pétrole, c'est l'alimentation. Si nous n'avions plus de pétrole du jour au lendemain, votre frigo serait certainement vide. Bref, l'énergie est partout, et en particulier l'énergie fossile telle que le pétrole. Ça donne le vertige, hein ? Je vous raconte ça parce que les années 70 représentent un tournant dans l'histoire de nos sociétés énergivores. C'est le moment où nous prenons conscience de notre dépendance au pétrole. Les États et leur population commencent à s'en rendre compte au moment du premier choc pétrolier en 1973. La production de pétrole aux États-Unis, alors le premier producteur mondial, chute complètement, ce qui entraîne une hausse des prix spectaculaire. À cela s'ajoutent des tensions diplomatiques. Les pays du Moyen-Orient font le choix de réduire leur production pour faire rechuter de nouveau les cours du prix du pétrole. Et bis repetita jusqu'au début des années 80. C'est dans ce contexte que l'incinération a eu du succès. Cette technique de traitement des déchets peut générer de l'énergie. Ces promoteurs ont rapidement profité de cette opportunité en qualifiant l'incinération de recyclage énergétique. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Incinérer de la matière organique, seule, revient à brûler de l'eau. Cela ne produit pas beaucoup d'énergie. C'est pourquoi on ajoute du charbon et d'autres combustibles dans les incinérateurs aujourd'hui. Mais c'est bien avec cet argument de recyclage énergétique que l'incinération est devenue la principale filière de traitement des déchets en France. 30% de nos déchets ménagers se retrouvent dans un incinérateur. Et ça, on le doit à la course vers l'incinération des années 70. Le tournant des années 70, c'est ce paradoxe qui est que ce sont les années soi-disant, entre guillemets, de prise de conscience écologique et tout, mais qui finalement se traduisent concrètement sur le plan des déchets dans la création d'une nouvelle industrie, qui est l'industrie du déchet et qui, elle, a besoin de générer de plus en plus de déchets pour pouvoir se développer, comme toute industrie. On a le même genre de discours qui va aussi apparaître pour les eaux usées ou les matières de vidange, mais ça va pas prendre de la même manière, ça va pas prendre du tout en réalité. Et va pas se produire ce qui s'est passé pour les ordures où il va y avoir un petit regain du compostage. Finalement, les villes vont se tourner vers des procédés de traitement ou d'élimination maintenant, parce qu'avant on ne parlait pas d'élimination, mais on va se mettre à en parler, qui soient les moins coûteux possibles. C'est-à-dire qu'on a un renversement de perspective. Avant, on cherchait pour les sous-produits à bâtir des filières qui soient les plus rentables possibles, c'est-à-dire qui rapportent le plus d'argent possible. Et maintenant, on cherche à dépenser le moins possible. Ça peut renvoyer à des discussions d'ailleurs qui existent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat qu'il y a eu sur la question de comment faire en sorte que les entreprises s'engagent dans l'économie circulaire. Et donc, il y a un certain nombre d'économistes qui disent si on regarde ce qui s'est passé au 19e siècle, on voit que les entreprises étaient engagées dans l'économie circulaire alors qu'elles étaient très peu contrôlées. Et que donc, finalement, lorsqu'on laisse les entreprises faire, elles font les bons choix et elles sont circulaires. Ce qu'omettent ceux qui défendent cette thèse, c'est qu'en fait, les entreprises étaient circulaires ou les villes étaient circulaires au 19e siècle parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative pour les engrais, il n'y avait pas d'alternative pour les chiffons, etc., etc. Les matières premières urbaines ont soutenu l'industrialisation, donc soutenu la croissance, et puis sont devenues le facteur limitant de la croissance. Donc on s'en est débarrassé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi l'idéologie de la croissance qui est derrière cette transformation.
Dans l'épisode 5, Sabine nous a expliqué que le tout à l'égout n'a pas tout de suite fait l'unanimité au sein des sociétés occidentales. Ici, Étienne nous explique la même chose sur le plan de la gestion de nos déchets de cuisine. Plusieurs institutions de l'époque ont d'abord cherché à maintenir des filières de recyclage sur leur territoire. Par exemple, en Île-de-France, dans les années 60, on envisageait de construire une vingtaine de plateformes de compostage pour revaloriser la matière organique des Franciliens. Mais ce projet a malheureusement été abandonné du fait de la montée en puissance de l'incinération et de la mise en décharge. À partir des années 70, nous cherchons à traiter les déchets et non plus à les valoriser. C'est désolant, mais je crois que sans nous en rendre compte, nous avons voulu mettre nos déchets sous le tapis et les faire disparaître. Et comme à chaque fois, certains en font leur profit. Une nouvelle industrie du déchet se crée avec un modèle particulier. Plus elle a de déchets, plus elle gagne de l'argent. Un modèle qui ne veut absolument pas que l'on diminue notre production de déchets. L'épisode précédent nous avait permis de comprendre la scission qui s'est opérée entre le monde agricole et la gestion des excréments humains avec l'arrivée des engrais fossiles. Étienne et Sabine nous racontent ici une autre scission, celle de la gestion des matières organiques avec le monde agricole. Nos déchets ménagers vont donc subir le même sort que les eaux usées. Merci à Étienne d'avoir accepté de nous parler de ses travaux, malgré le fait que sa thèse n'était pas encore terminée. Et merci à Sabine de continuer à nous guider dans cette fabuleuse histoire des toilettes. Dans le prochain épisode, nous replongerons dans l'eau. À la même époque, nous déplacerons ainsi notre regard vers les acteurs de l'eau, ceux qui sont désormais en charge de nos toilettes. Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Irigouin, l'assemblage et le mixage par Plex, et les infographies par Jérémy Masse. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduc-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. Allô. Allez, répondez s'il vous plaît. Bon, j'hésite à ne plus vous appeler. Ça fait plusieurs jours que je tourne en rond chez moi. Je les appelle pas. Ils en ont peut-être marre de moi. Et puis, est-ce que je perds pas mon temps, moi, avec tout ça? Après tout, c'est vrai, c'est tout le temps moi qui appelle. Et vous, pas un seul coup de téléphone, pas même un petit message pour Noël ou la bonne année. Pourtant, vous m'écoutez, c'est sûr. Chacun de mes messages est pris en considération dans votre podcast. Bon allez, terminez les gardes d'ego. Mais c'est bien parce que vous êtes des fans de caca comme moi. En plus, pour une fois, je n'ai pas de correction à vous faire. Je ne suis pas spécialiste des ordures ménagères comme Étienne, mais bon, après avoir écouté votre épisode, j'ai commencé à lire 2-3 papiers. Et comme vous le dites si bien, avec l'arrivée de nouveaux matériaux non dégradables comme les plastiques, il nous a semblé plus simple de mélanger toutes nos poubelles et de les faire disparaître dans des incinérateurs. Le phénomène s'est tellement accentué au XXIe siècle qu'en 2019, en Île-de-France, plus de 95% des déchets alimentaires sont enfouis ou incinérés. Et seul 1% fait l'objet d'une collecte sélective où l'on peut recycler la matière organique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu attendre 2024 pour que nous commencions à réagir. Et quand je dis réagir, je veux dire collectivement, car bien entendu, de nombreuses personnes compostent leur épluchure depuis longtemps, notamment ceux qui habitent à la campagne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la loi a changé très récemment. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que l'ensemble des collectivités françaises a l'obligation de proposer une solution pérenne de tri sélectif des déchets organiques sur leur territoire. En 2024, vous vous rendez compte ? Quand on retrace la chronologie des événements comme vous le faites dans ce podcast, ça paraît inimaginable. C'est pourtant un bon sens de rendre à la Terre ce qu'on lui a pris. Nous sommes tellement déconnectés des cycles naturels qu'il nous a fallu plus de 50 ans pour réagir. Bon, je vous laisse. Faut que j'aille retourner mon tas de compost si je veux avoir de belles tomates cet été. À bientôt, bisous.